Nous sommes un peu plus de 7,5 milliards d'êtres humains sur la planète. Nous appartenons tous à la même espèce, Homo sapiens. Pourtant, chacun d'entre nous est unique, différent de tous les autres, dans sa chair et par son histoire. L'exposition Tous Humains permet de découvrir cette incroyable diversité. On est tous humains, mais comme pour tous les êtres vivants qui sont sur Terre, il y a des diversités qui sont visibles. Parmi les différences qu'on va voir tout de suite d'un individu à un autre, c'est bien évidemment souvent ce qui va concerner le visage, alors la forme du nez, mais aussi bien sûr la couleur de la peau. Il y a des diversités qui sont génétiques. Notre sang, même s'il nous paraît semblable, eh bien on a tous des petites différences. Mais attention, ça n'est pas que ça. Il y a aussi des diversités qui sont dites culturelles. Comment expliquer ces différences ? Alors la couleur de la peau, elle est due à quoi? Elle est due à des cellules particulières qu'on appelle donc des mélanocytes qui vont produire un pigment. Ce pigment, on l'appelle la mélanine. Donc sur une peau qui est très foncée, ça veut dire qu'on a beaucoup de mélanine qui va être libérée donc à la surface de la peau qu'on va retrouver ici. Et sur une peau pâle, on voit qu'on a très peu de mélanine. Alors là, on a mis 3 couleurs de peau, mais on pourrait imaginer quasiment autant de couleurs de peau que d'êtres vivants sur la planète. Alors pourquoi avoir différentes couleurs de peau, en quoi ça va nous être utile? Eh bien, une fois de plus, c'est lié à notre environnement. Dans un environnement où on a énormément de soleil, on va avoir une peau plus foncée pour tout simplement se protéger du soleil. La mélanine va avoir le rôle de protection contre le soleil pour éviter tout risque de cancer. Mais le soleil, c'est aussi quelque chose qui est indispensable, on en a besoin pour synthétiser la vitamine D. Donc si on a une peau trop foncée dans un environnement avec très peu de soleil, on va se retrouver avec des carences en vitamines. Donc dans un environnement qui au contraire est très peu ensoleillé, on va plutôt avoir une peau pâle. La couleur de la peau montre bien une adaptation à l'environnement. Alors bien sûr, cette adaptation, elle est sur du long terme. On sait bien qu'on va bronzer un petit peu quand on passe d'un environnement peu ensoleillé à très ensoleillé, mais on ne change pas de couleur de peau dès qu'on change finalement d'environnement et de climat. La forme du nez était aussi liée au climat dans lequel nos ancêtres pouvaient se trouver. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la fonction du nez, c'est aussi de pouvoir réchauffer l'air qui va rentrer à l'intérieur de nos poumons. Donc si on est dans un environnement qui est plutôt froid, notre nez va devoir réchauffer une grande quantité d'air. Donc on va devoir avoir des muqueuses nasales développées et surtout un nez qui va être étroit pour qu'un maximum d'air se retrouve en contact avec l'air et la muqueuse de l'intérieur de notre nez, pour qu'on ait donc un air qui rentre à une température qui soit convenable. Si on est dans un environnement qui est plutôt chaud, notre nez va avoir un petit peu moins de travail. On va avoir tendance à avoir un nez un peu plus large, un peu plus épaté, puisque on va pas avoir besoin de réchauffer cet air. Il sera à la bonne température pour être adapté à celle de notre corps, puisque, on le rappelle, on est des animaux à température constante. Parmi les différences qu'on va pouvoir citer, une qui est moins évidente, moins visible, c'est notre sang qui va servir au transport de l'oxygène et des nutriments. Et pourtant, au sein d'une population qui est parfois même très proche, on sait bien qu'on ne peut pas donner son sang à quelqu'un d'autre si on n'est pas du même groupe sanguin. On peut être O, A, B ou AB. Entre ces différents groupes, on ne va pas pouvoir forcément se transmettre ce sang-là. On pourrait imaginer peut-être avoir une proportion équivalente entre chaque population des différents groupes. On se rend compte que certaines populations qui se sont retrouvées isolées vont comporter plus de personnes du groupe A, du groupe B ou du groupe O, sans qu'on ait vraiment d'explication à donner sur ça. La diversité culturelle, c'est justement le fait d'être plongé dans une culture et de s'imprégner de cette culture. Et le fait d'être imprégné de cette culture va faire qu'on ait un individu différent. Et au sein de ce même groupe, on va pouvoir évoluer avec des différences qui sont propres à cette culture. Par exemple, on est français, poitevin, mais on est aussi européen, on est laïque, protestant ou autre, on peut être artiste, sportif. Tout ça, c'est un ensemble qui va faire que l'individu, il est vraiment spécifique
et qu'il y a une diversité culturelle qui est très importante. Prenons l'exemple de la danse. Alors il y a des danses qui racontent l'histoire des cultures, il y a des danses qui donnent les mythes et croyances de certaines cultures, il y a des danses qui imitent des animaux, il y a des danses qui imitent aussi des parades nuptiales, pour Homo sapiens, je parle. Bref, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très diversifié et qui peut tirer ses racines de certaines cultures. On peut aussi parler des langues. Il y a plus de 6000 langues qui sont parlées dans le monde, mais si on prend l'exemple de l'Éthiopie, il y a plus de 80 langues et dialectes différents au sein de ce même pays. On a la même chose, grosso modo, pour la France. On peut parler le breton, on peut parler le basque, on peut parler le corse, etc., etc. Tout ça, c'est pluriculturel. Les marqueurs de cette diversité, qu'ils soient biologiques ou culturels, sont-ils propres à Homo sapiens? On a vu que notre espèce était caractérisée par une très grande variabilité, en fait, par des différences extrêmement importantes entre individus. Alors, est-ce que cet aspect-là, c'est propre à notre espèce? En fait, quand on observe le monde animal d'une manière générale, on se rend compte qu'on observe exactement ce même type de différence pour chaque espèce animale. Et c'est particulièrement flagrant pour nos proches parents, les grands singes, orang-outans, gorilles, chimpanzés et les autres primates. Mais chez les grands singes, on sait bien que les individus sont bien différenciés les uns des autres, au même titre que nous. Ça a d'autant plus d'importance dans une espèce comme les chimpanzés, où il y a des interactions sociales qui sont extrêmement poussées entre individus. Il y a toute une hiérarchisation, il y a toute une organisation de la société où finalement l'individualité est très importante. On a vu aussi que ça se traduit chez nous par des caractéristiques culturelles. C'est la même chose chez les grands singes. Les chimpanzés, ça c'est un exemple particulièrement flagrant de ces différences culturelles, puisque on se retrouve avec des populations de chimpanzés en Tanzanie, en Côte d'Ivoire et dans d'autres endroits du continent africain, où on a des pratiques extrêmement variées. Les uns vont casser des noix d'une certaine manière, d'autres vont plutôt aller pêcher des termites en utilisant différents morceaux de bois de tailles différentes, ce que ne vont pas du tout faire les autres. Certains vont avoir complètement une absence de certaines pratiques culturelles, mais donc au même titre que ce qu'on a chez nous, il y a des différences culturelles, il y a des différences morphologiques entre les individus, entre les populations. Donc au final, cette merveilleuse différence qu'on observe au sein de notre espèce, elle n'est pas du tout unique, mais elle se rencontre chez nos plus proches parents, mais pas seulement. Parce que finalement, on connaît relativement mal ce qui se passe chez les autres. On s'est beaucoup intéressé aux chimpanzés parce qu'ils sont très proches de nous. Si on essaye de s'intéresser aux éléphants, si on essaye de s'intéresser aux oiseaux, là aussi, il y a des différences culturelles d'une population à une autre. Ces différences entre individus, chez Homo sapiens ou chez les chimpanzés, ces différences entre populations, en fait, c'est un peu les mêmes différences qu'on retrouve entre espèces. Sauf que chez les espèces, elles sont à un niveau plus fort. Mais c'est complètement naturel puisque les espèces émergent du processus de sélection naturelle qui travaille sur ces différences. S'il n'y avait pas ces différences biologiques, nées de tout un tas de processus, s'il n'y avait pas toutes ces différences, il n'y aurait pas de sélection naturelle. Et donc, il n'y aurait pas d'émergence d'espèces. Quand on regarde Homo sapiens, au sein de notre espèce, ces différences, elles paraissent être importantes, mais elles sont beaucoup moins importantes que tout ce qui nous rassemble, que tous les points communs que nous avons et qui font de nous une seule espèce. Et elles sont même moins importantes finalement que les points communs qui nous rassemblent avec le reste du monde vivant et avec en particulier nos frères chimpanzés ou les représentants fossiles de l'humanité, comme par exemple l'homme de Néandertal. Voici un crâne d'homme de Néandertal. Nous partageons énormément de points communs avec cette espèce et c'est bien naturel parce qu'ils étaient très proches de nous. Ce que nous sommes aujourd'hui dans nos similitudes qui sont écrasantes au sein de notre espèce et aussi dans nos points de différence, eh bien c'est un héritage du passé, c'est un héritage de nos ancêtres et de nos cousins éteints il n'y a pas si longtemps parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on est une espèce absolument unique, très différente de tout le reste. C'est vrai, mais il faut penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait d'autres espèces humaines qui nous ancraient plus avant dans le vivant,
L'homme de Néandertal s'est éteint il y a peut-être un peu moins de 40 000 ans. L'homme de Florès était aussi présent il y a une cinquantaine de milliers d'années, donc il y avait plusieurs espèces humaines qui se sont côtoyées, et ça a été l'essentiel de notre histoire, qui a été composée de plusieurs espèces humaines contemporaines. Simplement, c'est une autre partie de l'histoire qu'on pourra voir un autre jour. Tous humains arrivent à un moment important, pour des raisons scientifiques sûrement, mais encore plus pour des raisons de société. On se rend compte que rien n'est acquis et que le mot couramment employé concernant les différences liées à la diversité humaine, c'est le mot race. Or, en fait, l'histoire des sciences nous montre que cette notion n'est pas adaptée. Et bien sûr, le thème actuel, qui est un thème de société, qui est un thème international, celui de la migration, méritait largement d'être pris. Et donc cette mise en perspective à travers la question des migrations nous a paru essentielle. C'est une chose qu'on n'aurait pas fait il y a une vingtaine d'années. On aurait mobilisé soit de la génétique, soit de la paléontologie. Là, en fait, on se rend compte qu'on a besoin d'être pluridisciplinaire pour comprendre cette diversité.